Bonsoir, au sommaire du sport, foot, rugby, basket, de la course extrême, du théâtre à Poudenx. Mais pour commencer, quelques images d'un pot de départ à la mairie. Bien, comme le quart d'heure hollandais est écoulé, le retard, et comme on a certains ont des obligations d'ici 3 quarts d'heure, donc je ne vais pas pouvoir attendre plus longtemps, je vais vous demander de vous rapprocher de la table, de te remettre dans cette enveloppe. Il y a un bon d'achat pour chez la reine dans un réfrigérateur. Voilà. Voilà. Avec nos félicitations, nos remerciements. Il s'agit d'un bon à l'agence de voyage Seleco. Toi aussi, je vais avoir le plaisir de te remettre un bon. Alors, c'est un bon d'achat chez Max Calvert. Il a prévu de la retraite, article de pêche et planche. Nouveau succès à Poudenx avec la pièce Vive le roi, jouée par les baladins de Moko. Moi j'adore ce vieux proverbe chinois qui dit « Quand la femme est partie, remets-toi au lit ». Monsieur Crespin, Oui. vous êtes bien marié, n'est-ce pas? Marié, oui, bien marié, c'est autre chose. Oh, je ne vois pas pourquoi je me sacrifierais pour des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam et qui en plus habitent à l'autre bout du monde, hein. Et pensez aux vieillards qui meurent dans d'atroces souffrances. Les vieux? Ben les vieux, il faut bien qu'ils crèvent de quelque chose, hein. Monsieur Crespin, je vous sais gré de m'accueillir en votre demeure. Tout le plaisir est pour moi. Ajoutez cire. Ajoutez cire. Monsieur Crespin, vous oubliez que les carmélites sont mariés à Jésus. Ah, ce Jésus possède un harem dans le coin. Mais non, Majesté, les carmélites sont des sœurs. Ah ben, des seuls. En allant les chercher dans la même famille, il s'est pas foulé le bougre. Majesté, mais si la mère supérieure vous entend... Oh, il a pris la mer par-dessus le marché. Ah, il doit pas s'ennuyer, votre Jésus, hein? Alors, la première chose à faire est de sortir son tube télescopique. Qu'appelez-vous tube télescopique dans votre langue? Bah vous voyez bien ce que c'est quand même, cette espèce de tuyau tout rigide qui s'allonge quand on tire dessus. Ah, et vous appelez ça tube télescopique, vous, hein? Ok. Vous le saisissez, puis vous l'introduisez d'un coup sec dans l'orifice. Immédiatement? Bah c'est préférable parce que sinon vous risquez de l'oublier. Ah non, ça ne m'arrive jamais, hein? Je peux vous assurer, ça ne m'arrive pas. Quand tout est en place, le travail peut commencer. Et le meilleur est à venir. Il suffit d'imprimer de légers mouvements de va-et-vient. En avant, en arrière, en avant, En arrière, en avant, en arrière, en arrière, en arrière. Oh, mademoiselle, mon tube télescopique frétille de plus en plus. En avant, en arrière, en avant, en arrière. il n'a rien compris. Que c'est pour la nature. Oui, et il ne faut pas avoir peur d'insister. Insister, ça c'est pas beau dans la bouche d'une femme. Antoine, mon ami, il me pèse de te quitter. Viens là que je te baise. D'accord, mais c'est la dernière fois, hein. Mes amis, encore merci pour tout, hein. Et à l'année prochaine. Je voudrais féliciter la troupe et vous annoncer de bonnes nouvelles, parce que je vois que vous avez été satisfaits, eux aussi, surtout eux. Donc ils se proposent de venir gratuitement l'année prochaine. Très sérieusement, merci d'être venus, et surtout merci à vous d'être venus aussi nombreux, parce que ça fait une petite fête, une belle fête dans un petit village comme dans le nôtre, et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à vous.
la chance d'accueillir énormément de monde ce soir et on est très contents. Ça nous permet effectivement de faire connaître aussi notre association, les Bleuets. C'est une association de loisirs créatifs à Poudenx, où on fait de la couture, des loisirs créatifs, de la pâte fimo. Et par le biais, pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir acheter notre matériel, on essaye de participer à des manifestations comme ce soir pour faire vivre, participer à la vie collective du village. Décidément, le SAH a du mal à renouer avec la victoire. Agenmo s'incline face à Moléon sur sa pelouse sur le score de 18-23. Le FCH soigne son goal average pour son premier match de l'année.
Le doublé, garçon. Allez Sacha, allez, Jeff, allez. Allez les bleus, allez. Ça aurait été dommage de ne pas jouer ce match. Oui, mais avec la pluie, l'arbitre a hésité à faire débuter la rencontre. Bon, mais je crois qu'il a bien fait de la faire débuter. Parce que je savais que, comme on s'était préparé pour cette rencontre de reprise, on était préparé pour jouer. Et donc il était important pour nous de gagner ce match. Parce que, vu notre situation au classement, où on s'est ressaisi, mais il fallait qu'on gagne à tout prix pour la reprise, pour se remettre dans le bain pour la reprise. Parce qu'il y a un match aller encore à jouer, tous les matchs retour. Donc pour nous c'était aujourd'hui important de gagner, on l'a fait. Bon, quelques reproches qu'on peut avoir, c'est ce manque de rigueur dans les duels et tout ça, où on a été trop léger par moment. On a baissé pied parce qu'on a l'habitude, quand on mène facilement, de lâcher la garde. Donc, mais bon, il y a des choses très positives dans cette rencontre. J'ai la victoire, les buts, les occasions qu'on se crée. Donc voilà, il faut gommer cette rigueur qui nous fait défaut depuis le début de la saison. Donc voilà, et déjà d'avoir gagné aujourd'hui contre un prétendant au maintien est important pour nous. Donc voilà, donc on va repartir sur de bonnes bases pour aller chercher un résultat positif au bar la semaine prochaine. On vous le souhaite. Voilà, et je voulais dire en mot, voilà, cette victoire, on l'a dit à Jean-Marc Botti qui nous a quittés fin d'année. Donc pour nous, c'était aussi important de marquer le coup par rapport à cette disparition. HDC s'impose face à la jeune équipe de Chaland.
qu'on va retenir, c'est la victoire, non peut-être. Ouais, absolument, absolument. On va se contenter de la victoire. Voilà, la manière, je suis déçu parce qu'on s'est dit des choses toute la semaine et ce soir avant le match et on n'a pas respecté ce qu'on devait faire. Donc je suis un peu déçu de notre partie, au niveau de l'engagement, de l'investissement et tout ça. On n'a pas été suffisamment concernés. Voilà, une équipe de Chaland qui est arrivée en plus décimée. Donc, alors, évidemment, les garçons, je pense qu'inconsciemment se sont relâchés. Mais ce n'est pas une raison. On sait qu'on a des échéances importantes qui arrivent avec le Stade Montois la semaine prochaine et la Coupe des Landes le week-end suivant. On a besoin de travailler, d'avoir des points sur lesquels on peut s'appuyer. Et là, ce soir, au sort du match, comme tu l'as dit, on va se contenter de la victoire parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à retenir. Nous vous invitons à découvrir un coureur extrême agedmoussien qui a participé à des courses du pôle à l'Australie, de l'île de la Réunion au Grand Canyon, aux États-Unis, entre autres. Voilà, bonjour Philippe, donc tu es un agedmoussien. Ouais. Et tes activités sportives font que tu as une certaine notoriété. Et donc, on aimerait bien savoir que tu nous expliques un petit peu comment c'est venu tout ça. Comment t'es venu ce goût pour l'effort, Alors, ça a démarré, en fait, je jouais au basket à Sainte-Colombe. Et à un moment, moi j'ai eu une vilaine grippe et je fumais beaucoup. Et je me rappelle toujours, c'était un lundi soir. Et je vais chez le médecin, il me dit tu fumes? Et je lui dis oui, il me dit tu ferais bien d'arrêter. Et en fait, dès le mardi, j'ai arrêté de fumer. Donc je me suis dit, tiens, mentalement, quand tu es habitué à fumer presque un pack de cigarettes par jour, j'ai arrêté. Le problème, c'est que bon, ça fait partie des choses, on dit on arrête de fumer, mais par contre, on commence à manger de plus en plus, quoi. Ouais. Et en 3 mois, j'avais pris 10 kilos. Et donc en même temps, j'avais arrêté le basket. Et du coup, je me suis mis à courir pour perdre ces kilos. Et bon, j'avais vraiment... j'aimais pas ça du tout. Et après, comme j'étais quand même dans le sport, ouais. Donc on avait monté à l'époque, ça s'appelait les Folies du Marsan. Et donc il y avait un 10 km. Et donc je me suis inscrit, un peu poussé pour que je le fasse. Au 10 km. Et bon, et mon premier 10 km, j'avais mis 45 minutes. On m'a dit, ouais, c'est super et tout, c'est pas mal pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Et puis, j'ai continué à m'entraîner. Et puis, au mois d'octobre arrive la fameuse course, le semi-marathon de Béoby-Saint-Sébastien, 12 000 personnes. Qui est bien connu, ouais, voilà. Bien sûr. Et donc, du coup, pareil, donc j'avais pas l'expérience des entraînements. Et là, je mets 1h30 pour faire Béoby-Saint-Sébastien. Bon, alors pas habitué ni à boire, ni à manger. Voilà, je fais une hypoglycémie à la fin de la course. Poum, je tombe dans les pommes et tout. Je me dis, oula, l'effort était un peu plus conséquent aussi. Et puis, 3-4 mois après, je me suis dit, tiens, je vais faire un autre semi-marathon, quoi. Et j'ai fait celui de Bordeaux. Et donc, à ce semi de Bordeaux, et bien là, j'étais pas bien du tout. Alors, j'avais fait très mauvais entraînement. Je faisais des sorties de 21 km, les erreurs à pas commettre. Et en fait, il y avait un sac à dos Nike à l'époque à gagner. Et je l'avais promis à mon neveu, quoi. Et à un moment, au bout de 10 km, on pouvait tout droit s'arrêter ou repartir pour 11 km, quoi. Et en fait, j'ai fait la course pour ce sac à dos, quoi. Mais j'en ai chié, mais dur, quoi. Alors que sur le premier semi, en fait, j'étais encore dans l'exploration. Et là, et donc du coup, j'avais mis 1h35 et j'étais déçu, quoi. Et c'était il y a combien d'années, ça? C'était en 2004, ça fait 14 ans que je cours. C'était en 2004. Et là, je me suis dit, voilà, j'arrête tout. Et en fait, c'est mon beau-frère de Bordeaux qui avait regardé le résultat, il me dit t'as fait un super temps et tout. Et c'est vrai que tout le monde avait été mauvais ce jour-là, il avait fait très chaud. Et en fait, je crois que j'avais fini 40e ou un truc comme ça sur 1500, quoi. Donc tout le monde avait plus ou moins explosé, donc j'étais quand même bien classé. Et donc après, la 4e course, ça a été en marathon. Je me suis dit, écoute, t'as fait 2 semis maintenant. Et à l'époque, ça commençait un peu à être
à être un peu à la mode les marathons, je me suis dit tiens, je vais essayer quoi. Et donc je suis allé me faire celui de Pau à l'époque. Et là c'est pareil, j'ai mis 3h21 à mon premier marathon, ce qui était a priori super. Mais pareil, très mauvais entraînement. Et donc après, après je me suis dit bon, mais tu vas un peu t'entraîner quoi. Donc après il y avait une barrière un peu mythique, c'est la barrière des 3 heures. Et il y a eu un phénomène à un moment où d'anciens sportifs se mettaient à faire aussi du marathon, comme Yannick Noah, Stéphane Diagana, il y a eu Laurent Jalabert, Lance Armstrong. Et donc en fait, je me suis dit tiens, je suis pas très loin de ces chronos-là quoi. Et Stéphane Diagana, il mettait 3h15, Yannick Noah 4h45. Je me suis dit putain, j'arrive à être meilleur que des gens qui sont bons quoi. Et voilà, donc l'objectif a été de faire moins de 3 heures. Et donc, alors je sais pas si c'était psychologique ou quoi, mais j'ai fait 8 marathons, j'étais entre 3,01 et 3,02. Parce qu'à un moment, je me suis dit, tu vas faire ton objectif, tu vas faire 2,59, tu fais quoi après quoi. Et je pense qu'à un moment, ça se jouait tout le temps dans les derniers kilomètres, je perdais un gel, je me retournais, comme si mon inconscient me disait, fais pas ça quoi. Et puis bon, à un moment, j'en ai fait un, c'était à Vienne. Et là, j'étais allé en loisir et tout, et là, boum, je fais 2h59, et puis là, boum, j'avais réussi mon truc, quoi. Et après, j'étais un peu dans l'embarras, quoi. Et puis, on travaille, je me rappelle toujours, un jour férié, et puis je vois un truc sur Internet, ça va être chaud à Nice, un Ironman. Et donc là, je me suis dit, tiens, je vais faire un Ironman. Je ne sais pas nager, je fais pas du vélo, par contre, courir, je sais quoi. Et donc, j'ai eu 2 mois pour préparer un Ironman, sans faire de triathlon avant, ni rien. Donc, je suis venu quand même à la meilleure piscine des Landes, quand même, à Agenmont, où là, c'est quand même un régal de nager par rapport à la piscine de Mont-de-Marsan. Donc tu es venu t'entraîner à Agenmont? Ouais, je suis venu m'entraîner à Agenmont. Alors c'est simple, j'ai fait 16 fois du vélo et 16 fois de la natation. Donc autant dire que je ne faisais pas le crawl. Donc j'ai fait l'Ironman de Nice à la brasse. 3 km 800 à la brasse. Les 180 km de vélo, c'est passé aussi. Et puis quand je suis arrivé sur le marathon, là j'étais dans mon élément, quoi. Mais bon, pour vous dire, je suis sorti dans les 5 derniers quand même à la natation, quoi. Donc, mais après, il y a eu des épreuves à l'étranger. Oui, c'est-à-dire qu'après, une fois que j'ai réussi un Ironman, j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit, je veux dire que dans les années 80, j'avais 2 images. L'image de la Suissesse qui arrive à Los Angeles, qui finit là, en titubant. Je me suis dit, le marathon, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et les premiers Ironman, où ils étaient en fluo et tout, l'Ironman d'Hawaï, moi, ça restait des surhommes, quoi. Et donc, une fois que j'avais fait ça, bon, je me suis dit, tu peux tout faire, hein. Et donc, il y a eu la mode des ultra-trail. Et bon, d'entrée, je me suis inscrit à la Diagonale des Fous. Et donc, mais le problème, c'est que j'ai pas eu le temps c'est à La Réunion, j'ai pas eu le temps de m'entraîner, que je me suis pété le ménisque. Et donc là, je me suis fait opérer, donc la Diagonale des Fous, c'était le 15 octobre. Je me suis fait opérer le 30 juillet. Et donc j'ai recommencé à courir le 4 septembre. Donc j'ai eu 1 mois pour préparer une des épreuves de trail les plus dures au monde. Et alors j'en ai bavé, mais c'est encore passé, quoi. Mais tu as quand même terminé. Ah oui, j'avais 57 ampoules aux pieds, j'avais les pieds défoncés. Là ça a été vraiment dans la douleur, quoi. Et ça consistait en quoi alors? C'était que de la course En fait, c'est la traversée de l'île de la Réunion. Donc on part de Saint-Philippe jusqu'à la Redoute. Et sur combien de temps alors? J'ai mis 57 heures. Donc 57 heures, 3 jours et 3 nuits sans dormir. Ah oui, mais parce qu'on s'arrête pas. On peut s'arrêter dans les ravitaillements pour manger un petit peu, mais bon, c'est pas par étapes, là, c'est d'un trait. Et après, est-ce qu'il y a d'autres circuits ou d'autres épreuves que tu as... Ah oui, c'est-à-dire qu'après, vous rencontrez des gens. Donc je suis sorti fin octobre de la Diagonale des Fous. On me dit, il faut que tu fasses le marathon des sables, quoi. C'est génial, il faut que tu fasses le marathon des sables.
Donc, le marathon des sables, c'est où alors? Donc c'est au Maroc, évidemment. Au Sahara là? Ouais, dans les belles dunes, du côté de Merzouga et tout. Et donc là, ça a été l'expérience de la chaleur. Donc là, c'est 1000 personnes. Donc là, c'est à peu près 250 km. Et là, c'est par étapes. Autosuffisance. Donc je suis parti, pareil, le truc à pas faire, partir, j'avais 13 kilos, il me manquait rien. 13 kilos, et voilà, il fait 45 degrés. Ah ouais. Et bon, voilà, on porte tout, le sac de couchage. Et t'as jamais eu aucun problème de santé, par exemple, pendant certaines épreuves? Ben, si, après. C'est-à-dire que là, j'ai eu de nouveau des ampoules, les pieds infectés. Mais bon, c'est passé, et là, je fais 56e. Donc là, avec 13 kilos, donc, et notamment à l'étape de 80 km, donc j'avais jamais couru potentiellement 80 km. Bon, j'étais resté parce qu'on a dit on est des fous, quand ça monte, on marche. Et donc là, je fais deuxième français sur l'étape longue, quoi. Je fais 12e. Et là, il y a tous les champions qui viennent me voir, ils voient mon sac, donc là ils m'ont un peu expliqué, comment ça se passait. Qu'il fallait pas avoir un sac de 13 kilos. Non, c'est ça, ils m'ont dit, t'es fou toi, t'es qui toi? Et donc, et là j'ai rencontré Laurence Clerc, qui avait gagné quand même 3 fois le marathon des sables. Et bon, me voir finir en sprint et bien finir, donc elle m'a dit, écoute, je vais te coacher et tout. Il me dit, il faut que tu fasses les 5 km de Millau. Et donc là, du coup, voilà, donc j'ai fini au mois d'avril le marathon des sables, et après au mois de septembre, j'ai enchaîné avec donc tu as quand même visité beaucoup de pays. Tu as dans beaucoup de pays alors. Ah oui, j'ai couru sur 7 continents. Ah ouais, sur les 7 continents. Ouais. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière? L'anecdote, alors la plus périlleuse, c'est en Australie, où là je me suis engagé sur une course 520 km, 9 étapes, pareil, il fallait tout porter sur soi. Et à la première étape, je fais une chute et boum, je me casse 2 côtes. Ouais. Et là, c'est... Et t'as continué quand même? Non seulement j'ai continué. Alors en fait, j'avais un sac. Et mon sac, il était bien équilibré et bien serré. En fait, quand je courais, il fallait que je trouve un rythme avec ma respiration et ma foulée. Mais honnêtement, je ne souffrais pas. Les ennuis commençaient une fois que j'avais le sac sorti. Parce que bon, il y avait un matelas obligatoire, donc pour souffler dans le matelas, là, c'était très dur. Mais après, pour sortir le sac de couchage, le lancer, c'était très dur. Je me mettais à 4 pattes. Le matin, pour me lever, je tirais sur le sac de couchage pour me lever et je dormais pas, quoi. Sauf qu'à la fin, je fais 2e. Ouais, je fais 2e de la course. Et bon, d'après ce que tu racontes, donc on ne devient pas champion comme ça, donc il y a beaucoup d'entraînement et tout. Et ça peut se concilier avec le travail, avec la vie familiale? Ben voilà, alors c'est le plus dur. Hein. Le plus dur, c'est ça, c'est que bon, je fais quand même 50 heures au boulot. Voilà, j'ai quand même une femme et une fille. Et voilà, après, l'avantage, c'est que je dors pas. Voilà, c'est que je dors très peu. Ouais, je dors 4 heures par nuit. Et donc, je peux partir de très bonne heure le matin. Avant le travail, alors? Tu t'entraînes avant le travail? Ouais, avant le travail ou entre midi et 2. Voilà, bon, hier, par exemple, j'ai pas pu m'entraîner parce que premier démarrage des soldes, ben là, c'est... Voilà, sinon, c'est un entraînement tous les jours? Pratiquement, ouais, pratiquement. Ouais. Et là, tu as des projets? Oui, le Costa Rica, dans un moment. Donc dans les différentes courses, il y en a une où tu as été 5e au niveau mondial. Oui, bah, ça a été au Grand to Grand. Donc là, c'est pareil. Et c'est où ça? Donc ça, c'est dans le Grand Canyon. Dans le Grand Canyon, donc c'était une étape de l'Ultra World Tour. Et voilà, et là, c'est pareil. J'ai eu, à la première étape, on passe dans des mini-cactus. Et je tombe dans les cactus. Et à un moment, je sens que dans le pied, ça a traversé la chaussure, quoi. Et puis bon, je m'enlève les épines et tout, je suis parti directement à l'infirmerie, parce que je commence à avoir l'habitude de tomber. Et donc on m'enlève tout, et puis on regarde le pied, il n'y avait rien, quoi. Et en fait, à la 3e étape, le soir de la 3e étape, j'avais du pu, et là, j'ai tiré, et en fait j'avais une épine. Le seul truc, c'est que le pied, il s'était infecté, quoi. Donc ils ont voulu me mettre hors course. Mais bon, j'aurais dit non, c'est bon, le landais est costaud. Et solide. Le landais est solide, donc ils m'ont laissé repartir le lendemain.
Donc à tous les ravitaillements, il demandait ça va. Je disais ouais ça va, mais je souffrais le martyre. Et puis je suis tombé sur un médecin sympa qui lui carrément il m'a ouvert, il a tout nettoyé et tout, et à partir de là c'était nickel et je suis reparti et là je suis bien reparti d'ailleurs. Non après ouais, qu'est-ce que j'ai fait le pôle Nord, j'ai fait le marathon du pôle Nord, je fais 7e, premier français, moins 43 degrés. Voilà. En fait j'essaye de changer de discipline, de climat et tout, déjà pour tester et les capacités d'adaptation et du cerveau et du corps. Moins de 43, il faut vraiment prendre sur soi. Il ne faut pas forcément s'habiller chaud, mais bon, il y a des trucs voilà, où il faut bien maîtriser, quoi. Et quelle est l'ambiance là dans ces courses? C'est génial. Mais c'est ça, c'est que en fait, on rencontre des gens qui sont passionnés et il y a ce côté bivouac et tout ça, voilà, qu'on peut entendre souvent à travers le Dakar. En fait, il y a une entraide formidable, quoi. C'est pas compète. Je veux dire, non, parce qu'à une solidarité. Oui, parce qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire que le premier ou le dernier, il va avoir des difficultés, quoi. Ouais. Et on reste tous admiratifs, voilà, du très grand champion ou de la personne qui arrive, je sais pas, des fois 10 heures après vous, quoi, ou le lendemain. Moi, au Grand to Grand, j'étais dans une tente de 10, j'étais qu'avec des Anglais, et il y avait une Galloise, 70 ans, nous on arrivait à 14 heures, hein. Elle arrivait à 21h à la nuit, c'est-à-dire 7 heures après. Mais bon, le matin, à 5 heures, elle chantait, elle dansait, elle avait une petite chupette, et... mais voilà, moi j'étais admiratif de cet état d'esprit, quoi. Moi je trouve ça formidable. Il y avait quand je fais le marathon des sables, il y avait un aveugle, pareil, il était avec une personne, mais il y a cette complicité entre les deux personnes qui était formidable. Il y avait un tout jeune handicapé, donc unijambiste, et c'était fabriqué des cannes avec des spatules pour tenir dans les dunes et sur le sable. Quand c'était dur dans les pierres, il préparait les Jeux Olympiques à l'époque. Mais bon, voilà, moi je suis admiratif de gens comme ça, parce que voilà, c'est que bon, on voit le côté champion qui vont vous mettre 1 heure, hein, mais bon, ces gens-là, ils restent 2 fois plus de temps que vous sur un terrain hostile, mais ils arrivent. Donc voilà, moi je trouve ça fabuleux. Voilà, et tout le monde, c'est pour ça qu'il y a cet état d'esprit. Et quand les derniers arrivent, tout le camp se lève pour aller applaudir les derniers, quoi. Moi je trouve ça fantastique. Et bon, c'est beaucoup de larmes, hein, à chaque fois, parce que mais bon, voilà, c'est un état d'esprit. Alors c'est vrai que quand on arrive, pas dire qu'on a que ça à faire, mais bon, moi je trouve que voilà, il y a un contact qui s'établit, alors que maintenant on a plus de mal à discuter entre êtres humains, quoi, hein. C'est texto, voilà, alors que là vous avez le temps le soir de parler, de vous connaître. Moi c'était surtout voilà, quand on est à 5 ou 6 dans une tente, moi j'arrive souvent dans les premiers, hop, je vais couper du bois ou un truc comme ça et mon petit truc, voilà, préparation du feu, et voilà, on essaye de manger ensemble, tous ensemble. Et ça, dans les courses, au marathon des sables, comme on est 1000, voilà, c'est tente par tente qui fait son petit feu. Mais quand on se retrouve sur les trucs où on n'est que 30 ou 40 ou 60, là il y a un feu commun, et là il y a toutes les nationalités qui se mélangent et qui discutent. Voilà, je trouve que c'est une belle expérience humaine, surtout là. Après, et donc côté là, sportif est dans un mois au Costa Rica, donc ça va être quoi exactement? La jungle. Et tu as déjà connu ça? Tu as déjà couru? Non, c'est pour ça que je le fais. Ouais. C'est pour ça que et tu es prêt là? Non, parce que là, là, je suis pas prêt du tout. Je me suis inscrit la semaine dernière. Non, je suis pas prêt du tout. Mais à la rigueur, c'est pas grave. C'est qu'à un moment, ça va être, moi je le vois, c'est le cerveau qui pilote tout. Si dans la tête on se sent bien, le corps il va suivre.
Voilà, après... Bon, ben on se reverra peut-être au retour du Costa Rica. Avec plaisir. Ouais. Avec des images et tout. Ah oui, sans problème. Hein. Ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.